Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai le plaisir de présenter avec Monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Salut. Évite de taper sur la table s'il te plaît. Ça résonne dans le micro. Je ne taperai pas sur la table. Le Garage, c'est aussi 24h/24 sur le site watch.tv. Via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Et vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Garage TV. Peut-on innover en matière de service aux automobilistes ou comment concilier les nouvelles technologies avec des métiers aussi vieux que l'automobile comme le pompiste ou le voiturier? Dans quelques instants, nos invités nous donneront leurs réponses et avec, pour commencer, Manuel Roy. Vous êtes le patron de Hector Parking. Bonjour Manuel. Bonjour Alexandre. Et puis également à mes côtés, Rodolphe Godencio, le tout jeune patron de Refuel. Bonjour Alexandre. Alors, pour vous donner la réplique et vous harceler de questions, cette semaine, notre ami Nico Edet qui est en duplex pour une fois. Salut Nico. Bonjour Alex, bonjour Driss, bonjour à tous. Bonjour. Et les présentations sont faites, donc le garage ouvre ses portes. Voilà, donc cette semaine, une émission un petit peu particulière parce qu'on va pas essayer de voiture, mais on va parler service à l'automobiliste. Alors, j'ai voulu vous réunir tous les deux, Manuel et Rodolphe, parce que je me suis rendu compte que vous aviez un point commun, c'est que vous rendiez service à l'automobiliste et que vous le faisiez en vous basant sur les nouvelles technologies. Je vais commencer par vous, Manuel, parce que donc vous êtes le patron de Hector Parking. Votre entreprise date de 2015, je crois, a été fondée en 2015. Expliquez-nous un petit peu déjà d'abord ce que c'est que Hector Parking et puis quel est un petit peu le processus créatif qui vous a mené à cette idée. Oui, alors merci de votre invitation. Hector Parking, c'est un service de voiturier pour les voyageurs. Nous, en fait, on est fans de voitures, on trouve que c'est le moyen de transport le plus confortable qui soit. Simplement, l'automobiliste aujourd'hui... Exactement, je suis sur le bon plateau, je pense. Non, mais le problème de l'automobiliste, c'est qu'il a quand même des grosses frictions au quotidien. Bon, le coût, on sait que les voitures coûtent assez cher en assurance, en essence, mais on va en parler également. Il y a aussi le trafic, pas mal de bouchons, surtout à Paris. On sait que c'est parfois compliqué. On ne va pas résoudre cette partie de l'équation, on va laisser ça à Google, Uber ou à Anne Hidalgo peut-être. Et enfin, la dernière grosse friction de l'automobile, c'était le stationnement. Et nous, on a essayé d'adresser ce problème-là en se disant, après tout, il y a des places, il y a beaucoup de places, mais elles sont souvent pas là où on a envie qu'elles soient, pas forcément au bon prix. Et nous, on a décidé de faire le lien entre toutes ces places disponibles qui sont parfois à un bon prix, mais un peu éloignées, et l'automobiliste qui, lui, souhaite gagner du temps, faire du porte-à-porte et rajouter un peu de confort dans sa vie d'automobiliste qui, après tout, est une vie assez confortable, quoi. Alors, on va revenir sur votre terrain d'action. Vous, Rodolphe, c'est un petit peu différent, mais ça part un petit peu de constats un peu similaires, notamment cette notion de friction. Nous, l'idée, c'était de libérer la voiture et l'essence, puisqu'on est obligé de passer par cette étape souvent problématique. Et l'idée, c'était de décomplexifier cette partie-là et de redonner le plaisir à l'automobiliste de la voiture. Alors, comment vous est venue, Rodolphe, cette idée de fonder Refuel? On explique un petit peu ce que c'est, donc une station de service mobile. Oui, effectivement. Alors, comment ça m'est venu? Comme un grand nombre de conducteurs, je pense, la jauge qui s'allume toujours au mauvais moment. Enfin, j'ai plutôt envie de dire qu'on attend toujours qu'elle s'allume pour enfin aller à la station-service. Et le choix délicat entre un rendez-vous et la jauge à essence, et qui a mal fini d'ailleurs pour ma part, puisqu'il a fallu que je prenne un voiturier pour pouvoir revenir à la maison. Donc je me suis posé la question de savoir s'il y avait d'autres solutions et il me semble que ça aurait été bien avantageux. Et puis en regardant quelques temps plus tard, même constat, on m'a demandé dans le cadre d'une activité professionnelle, on m'a demandé de pouvoir recharger les voitures et c'est parti. Alors ce qui m'étonne dans un cas comme dans l'autre, c'est que j'ai l'impression que personne n'y avait pensé avant. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas moi jusqu'à vous découvrir l'un et l'autre, j'ai l'impression que personne n'avait pensé à ce type de métier, tout simplement, ou en tout cas à adapter ces métiers aux nouvelles technologies. Ouais, expliquer un peu comment ça marche, hein, il faut une application mobile, mais enfin
En France, ouais, le voiturier, en tout cas pour les gares et les aéroports, c'est pas commun. On a plutôt l'habitude de voir ça dans les restaurants. Après, on est dans une tendance assez lourde de digitalisation du monde du stationnement. Pour Monsieur Tout le Monde, c'est encore un ticket qu'on prend à la borne et un ticket qu'on met à la sortie avec sa carte bleue et comme simple message de remerciement, bonne route et à bientôt. Mais c'est le cas dans les aéroports d'ailleurs. Si on peut payer à distance en réservant, mais c'est un processus un peu compliqué. Ça change un peu, ça se digitalise. Et nous, on est arrivé là-dessus aussi avec une proposition de valeur un peu différente, un parcours très digital. Et nos opérations reposent énormément sur la technologie pour qu'on puisse adresser les flux énormes qu'on a à traiter d'entrée et de sortie de véhicules. Donc voilà, on a besoin de la techno pour se vendre, on a besoin de la techno pour opérer. Ça existe dans d'autres pays. Moi, j'ai rencontré mon associé quand j'étais en Angleterre il y a quelques années et on a découvert ce service de valet parking qui est très élaboré depuis pas mal d'années. En Europe continentale, c'est plus disparate. Il y a quelques petits acteurs locaux qui font ça de manière assez artisanale. Voilà, nous, on avait l'ambition de faire quelque chose d'assez global avec une marque unique, un service unique, une expérience unique et de l'étendre le plus loin possible, quoi. Nico, toi qui passes ta vie dans les aéroports, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je suis assez fan sur le principe. Moi, ce que je reproche beaucoup aux aéroports et aux gares, mais surtout aux aéroports, et ADP en l'occurrence, parce que je les adore, eux, c'est le coût du parking en l'espace. Enfin, je commence à me faire vieux, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Je crois qu'on a multiplié par 3 le prix des parkings depuis 2001, un truc comme ça. Je trouve ça, je peux pas dire que c'est un scandale, c'est juste, ça va avec tout le reste. Le service dans les aéroports devient de plus en plus catastrophique, ça on le sait, surtout chez ADP. Ça, on va pas se le cacher, tu le sais aussi Alex, puisque tu prends l'avion même plus que moi. Non mais c'est vrai, donc effectivement, il y a des services comme ça, c'est assez important. En gare, il n'y a pas de service du tout, très très peu aujourd'hui. Je prends aussi beaucoup le TGV, donc je trouve ça très bien. Après, en termes de coût, est-ce qu'on a des infos? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que du parking classique quand on le fait à la main, entre guillemets, de manière manuelle? Je crois que c'est là que c'est intéressant. Ouais, alors c'est assez intéressant ce que vous dites parce que nous, on jette pas la pierre aux opérateurs de parking classiques du type aéroport de Paris parce qu'en fait, c'est des gestionnaires d'infrastructures avec un parc fixe et ils accusent en fait des pics d'activité qui sont très très forts. Donc ils n'ont pas forcément d'autre choix que de jouer sur le tarif. Et si vous étiez à Orly la dernière semaine et que vous appeliez aéroport de Paris, vous aviez qu'un problème en fait, c'est gérer tout le flux entrant, toute la masse de clients qui arrivent et avec la croissance du trafic aérien, on peut difficilement faire plus, quoi. Ils ont des problèmes de travaux en ce moment en plus là-bas. Ouais, en plus ils ont des problèmes de travaux, mais parce qu'ils investissent, parce qu'ils essayent d'agrandir les parcs, d'agrandir les espaces, de changer les flux. Franchement, c'est compliqué comme métier, mais nous justement, je trouve qu'on a notre carte à jouer là-dedans parce qu'on va intervenir un peu dans l'intermédiaire entre le client qui lui veut pas se prendre la tête, veut aller au plus près de son point de destination, veut laisser ses clés, s'occuper de son voyage, et des parcs de stationnement qui sont parfois plus éloignés, moins coûteux aussi. Et c'est là que nous, on va réussir à offrir un service qui est assez attractif niveau prix, parce qu'on va simplement le garer dans des parcs qui sont accessibles parfois au public, parfois pas, mais en tout cas qui sont moins chers qu'un parking au contact et que malheureusement tout le monde veut, entre guillemets, quoi. Alors, c'est malin, c'est bien. Moi, puisque Manuel ne veut pas le dire, je peux le dire. J'ai testé le service, je l'utilise, je suis même client. C'est moins cher que le parking d'ADP, à durée équivalente. On va dire sur une prestation de 24-30 heures, ça me coûte de mémoire entre 10 et 15 euros de moins. Avec un service supérieur, puisque j'ai pas à chercher ma place dans le parking, j'arrive au dépose minute, je laisse mes clés au voiturier, et quand je reviens, c'est pareil, j'arrive au dépose minute, je reprends ma clé et je monte dans la voiture. Donc moi je trouve ça très confortable. Merci. Et surtout bienvenue, quoi. Merci. Voilà. Comment ça se passe pour récupérer ta voiture? Parce que aller la déposer, ok, le voiturier va être là sur place, mais pour la récupérer, je dois vous prévenir. Alors ouais, soit il y a une app, soit il y a un numéro de téléphone, ça dépend comment vous souhaitez vous équiper ou quel niveau de digitalisation vous avez. Si c'est l'app, vous appuyez sur des boutons en disant je veux récupérer ma voiture et quelqu'un l'achemine au dépose minute. Si c'est par téléphone, en fait, on vous met à dispo un numéro qui va router l'appel vers le voiturier qui s'occupe de vous et vous l'appelez en descendant de l'avion et lui va acheminer
votre véhicule au dépose minute pour qu'il puisse vous la restituer, quoi. Et autre question aussi, parce que ADP veut nous faciliter la vie, la dépose minute est payante au-delà de 10 minutes et on se retrouve souvent à payer parce qu'il y a un embouteillage monstre. Bah pareil, c'est un bon débat ça qu'on a avec les exploitants d'aéroports. Ils sont en effet avec des trop petits dépose minutes par rapport à la demande. Nous, on a plutôt tendance à fluidifier ça parce que on a quand même, avec l'expérience et la data qu'on a à disposition, un peu de visibilité sur quand est-ce que vous allez sortir du terminal selon votre numéro de vol, selon votre terminal, selon votre compagnie aérienne, et on va amener le véhicule au bon moment. Et si vous regardez, les bouchons généralement qui sont générés aux entrées d'aéroports sont précisément dus à des gens qui savent pas trop si votre ami est sorti ou non, ou si le VTC est là ou pas là. Exactement. Nous, on va savoir précisément où on doit aller, à quel moment on doit y aller. On route le client vers cet endroit-là précis. Et du coup, en fait, ça a tendance au contraire à réduire les flux, quoi. Vous n'avez pas accès aux endroits où se stationnent par exemple les VTC? Non. Ça reste un espace public standard, classique. Enfin, moi, pour terminer mon témoignage, j'ai jamais eu encore à payer d'extension de durée au dépose minute. Effectivement, c'est 10 minutes et au-delà. Heureusement, parce que t'es 15 € de gagné, ça va vite. Les premières minutes sont vraiment chères. Ça a été quoi, Rodolphe, votre investissement de départ? J'ai envie de dire que, vous êtes Refuel, c'est autofinancé. Il y a des... Alors effectivement, on a un petit peu du processus de création de la boîte. On a été surpris lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet, on a été surpris de voir les règles et surtout d'essayer de les comprendre. Donc il y a énormément de règles qui créent une barrière à l'entrée qui est extrêmement forte. J'imagine qu'on ne peut pas installer une station-service en bas de la rue comme ça du jour au lendemain. Clairement non, et heureusement. Et donc dans un camion Et donc dans un camion, aujourd'hui c'est possible puisqu'on a mis en place toutes les process pour le faire. Et effectivement, il n'y a pas eu de fonds extérieurs. On a pu réaliser en interne, mais avec quelques surfroides, mais c'est fait. Alors, faut peut-être expliquer un petit peu. C'est pas un métier auquel vous étiez absolument destiné. Vous faites autre chose dans la vie d'abord. Enfin, vous vous présentez comme entrepreneur, mais bon, vous faites de la production audiovisuelle, des choses comme ça. Donc, voilà, moi je trouve ça assez intéressant. Vous, c'est pareil, le financement, comment ça s'est passé? Parce que il a fallu développer une application, mais vous n'avez pas besoin d'infrastructure, vous, en fait? Ouais, alors en fait, nous, on a commencé sans financement aussi. Pendant une petite année, on avait commencé à Orly et Roissy. On avait des métriques unitaires, comme on dit, qui étaient plutôt saines. Donc on arrivait à être à l'équilibre. Une fois qu'on avait fait ce constat, nous on voulait pas s'arrêter là, on avait besoin de se déployer, on avait envie de faire une grande boîte, de grandir. Donc on est allé faire un premier tour de table auprès notamment de VIAID, qui est le fonds d'investissement de Mobivia, qui est Noroto Midas. Ouais. On pourra en parler aussi parce qu'il y a plein de logiques de synergie avec les services automobiles. Avec un fonds d'investissement entrepreneur qui s'appelle Day One Capital. Et ça nous a aidé à s'étendre dans toute la France. Donc de 2 spots, on est passé à 26 aujourd'hui. On a ouvert les gares. Et ça, oui, on l'a fait à perte, entre guillemets. On a perdu de l'argent pendant un moment, quoi. Et une fois qu'on a ouvert tous ces spots-là, on s'est dit, bon, maintenant qu'on est partout, va falloir faire grossir tout ça. Tous les spots qu'on avait ouverts, qu'on avait stabilisés au niveau de la supply, c'est-à-dire les parkings et les voituriers, il fallait commencer à avoir un peu de traction. Et on a fait un second tour de table pour dépenser davantage en marketing, donc faire de la publicité, embaucher des commerciaux, des choses comme ça. Et c'est là qu'on a levé 2 millions d'euros l'année dernière en accueillant au capital la BPI, qui est un fonds dédié à la mobilité et qui nous permet aujourd'hui de faire parler de nous, quoi. Quelle est votre zone d'opération aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est Paris, région parisienne. Ouais. On souhaiterait démarrer un prochain tour de table, en tout cas le premier tour de table, pour pouvoir déployer de manière beaucoup plus large en France. En France, et vous visez un peu l'étranger aussi, peut-être? Absolument, on a déjà eu les accords sur l'Espagne, le Portugal et l'Italie, et on souhaiterait avant tout démarrer et de pouvoir prouver le concept de manière stable en France. Les règles, j'imagine, sont les mêmes dans toute l'Europe pour la distribution de carburant, ou il y a quelques... Alors, oui et non, c'est les mêmes, puisque ce sont à chaque fois des règles européennes, mais en France, on a tendance à les mettre un petit peu plus hautes que les autres, donc c'est aussi pour ça qu'on démarre la France. C'est une fois qu'on a fait la France, on a passé un peu le barrage du reste de l'Europe.
D'accord. Vous, votre zone d'opération, donc vous avez dit, vous avez parlé de combien 26, ouais. 26 villes. J'ai vu, vous étiez aussi à l'étranger déjà un petit peu sur les pays frontaliers. Ouais, on a ouvert en Belgique et en Suisse. Ouais. Bon, c'est un peu plus facile, je pense, qu'un autre pays, parce qu'il n'y a pas trop la barrière de la langue. Là-bas, on arrive à opérer avec une seule langue et une seule monnaie, même parce qu'on vend en euros en Suisse. Et que l'aéroport est frontalier, en fait, France et la Suisse, donc ça facilite pas mal nos opérations. Pour autant, voilà, on n'a pas envie de s'arrêter là. On aimerait bien s'installer en Allemagne, mais je pense que ça demande un investissement conséquent. Donc on n'a pas encore de date précise, mais ça serait un bel objectif. Ouais. Nico, Driss, vas-y, tiens. Moi, j'avais une question encore très terre à terre. À propos de Refuel, comment ça se passe concrètement? Moi, je me dis, tiens, justement, j'ai le scooter qui est bientôt en rade, là. Ça, c'était une de mes questions. Est-ce que ça peut marcher pour les motos? Mais voilà, donc il y a la question, oui, est-ce que ça marche pour les motos? Mais plus encore que ça, comment ça se passe? Comment vous récupérez les clés? Comment vous saboulez la voiture? Enfin, il y a besoin d'être là, présent physiquement, voilà. Concrètement, comment ça fonctionne? Bon, de manière générale, ça se passe bien. Vous nous commandez, alors on a une application mobile, et puis vous pouvez aussi, en fonction de vos besoins, on a un numéro de téléphone. Ensuite, vous nous commandez. Alors, via l'application mobile, c'est simple, puisque vous vous enregistrez, vous mettez uniquement la plaque d'immatriculation de votre voiture, et nous avons du coup le spec de votre voiture pour pouvoir intervenir. Donc, pas de risque de se tromper d'essence ou ce genre de choses. Ensuite, nous intervenons, puisqu'il y a une géolocalisation, on intervient très simplement, on réapprovisionne la voiture de ce que vous avez commandé, et puis on vous recharge les pneus et on nettoie les carreaux. En fait, la station-service ne s'arrête pas pour nous juste à remettre de l'essence, on apporte tout un service autour de la voiture, ce qu'a pu connaître nos parents et arrière-grands-parents. Voilà, comment ça fonctionne pour le reste. Au niveau de l'accessibilité de la voiture, ou bien vous êtes présent ou bien vous ne l'êtes pas. Nous sommes en train de mettre en place une solution avec un grand équipementier auto qui nous permet d'accéder directement à votre trappe à essence dans un temps limité et en fonction de l'autorisation que vous nous donnez, ce qui fait qu'on pourra intervenir à toute heure et à n'importe quel moment. L'idée pour nous, c'était clairement, pendant qu'Hector est en train de stationner votre véhicule, plus tard nous intervenons, nous mettons de l'essence, on nettoie la voiture, les carreaux, les essuie-glaces et on regonfle les pneus. Et lorsque vous récupérez votre voiture, tout est OK. Ok. Donc là, en revanche, là, actuellement, si je fais appel à vous, il faut que je sois là quand même pour vous ouvrir la trappe, ou que je la laisse ouverte. Vous pouvez laisser, mais effectivement, il vaut mieux que vous soyez à côté. D'autant plus, nous, on préfère parce qu'en même temps, on peut vous expliquer toute l'étendue des services qu'on propose. Justement, alors Hector, ça marche pour les voitures. Est-ce que ça marchera un jour pour les motos? Non, malheureusement, ça marche pas pour les motos pour deux raisons. Même trois. La première, c'est qu'on n'est pas assuré. On a une assurance auto, mais on n'a pas une assurance moto. Et je pense que la deuxième raison l'explique, c'est que nos voituriers ne sont pas forcément formés à ça. Et ils n'ont pas forcément le permis moto. Donc je préférerais qu'ils n'utilisent pas des motos. Et enfin, troisième raison qui est quand même importante, c'est que les parkings pour les deux roues sont quand même moitié prix, il faut le savoir. C'est vrai qu'ils sont moins chers. Là, je vais mettre mon bémol. On avait fait une émission, il y a 3 ans? C'est vrai. Ils ont augmenté, nos amis d'ADP, de plus de 120%. Ils ont augmenté. Si tu laisses ta moto, enfin bon, pour zéro en termes de service, j'ai rien vu de changer. Hein. Pour plus 120%, je pensais qu'on viendrait m'accueillir avec une bouteille de champagne, rien. Et au-delà de ça, quand tu restes plusieurs jours, la douloureuse, elle fait très très mal. C'est sûr, mais ça reste en tout cas plus accessible que l'auto. Et ça reste assez marginal en termes de taille de marché, exactement. Alors moi, ce que je trouve intéressant également dans votre activité, c'est que elle crée de l'emploi, et surtout c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisable, hein, c'est du service, donc il n'y a pas moyen de faire autrement que d'être sur place, quoi. Oui, effectivement, nous on recrute réellement en CDI. Donc alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une formation sur tout ce qui est transport de matières dangereuses. C'est une formation sur 5 jours, ce qui nous permet de pouvoir recruter des gens qui n'ont juste que le permis de conduire. Alors lire et écrire, bien entendu, et ensuite on les forme pendant 5 jours et on est en train de faire à ce que ça devienne diplômant pour eux. Donc ça nous permet d'avoir... Une formation de diplôme donc, au transport de matières dangereuses, c'est ça? Absolument. Et la sensibilité sur tous les risques liés à la route, etc. Il y a une dimension sociale dans votre activité oui, très importante. Nous, on embauche des CDI et aussi des indépendants. C'est un peu à eux de choisir. On doit avoir 400 personnes inscrites aujourd'hui qui délivrent le service partout en France, du coup tous les jours. Donc sans eux, on ne serait pas grand-chose.
C'est important de respecter quand même pas mal de règles. On en entend beaucoup parler avec les VTC évidemment. Nous on fait attention à eux parce que c'est eux qui délivrent le service, c'est le contact client de l'entreprise. Et je pense que justement les VTC l'ont pas mal négligé, ce qui a fait que la qualité de service s'est dégradée, j'ai trouvé moi en tout cas ces derniers mois et ces dernières années. Donc nous on essaye de les fidéliser, on essaye de les former, on essaye de bien les rémunérer pour que tout le monde y trouve son compte et que le client in fine soit satisfait, quoi. Mais c'est une grosse composante de notre travail, ouais, c'est sûr. Nico, tu veux intervenir sur ce... Alors, par rapport à Refuel, moi, je sais pas si on n'a pas évoqué les chiffres un peu dans certaines villes. Alors moi, je vis dans 2 villes qui sont vraiment anti-bagnole, Strasbourg qui est pionnier en la matière, et puis Paris, bien sûr, qui est devenu plus récemment grâce à Anne et les autres. Bref, il faut savoir que dans ces villes, les stations ont disparu peu à peu. On a divisé par 3 sur Paris en 25 ans le nombre de stations. Ça, c'est... Alors, sur le principe, par rapport au paysage, c'est pas plus mal, parce que les stations, c'est souvent moche et ça ressemble à rien. Sauf qu'à Paris, elles sont souvent souterraines. Même les souterraines, on les a enlevées. On le voit à Porte-Maillot récemment. Ouais. Bref, on est à moins de 100 stations aujourd'hui dans Paris. Je crois qu'on est autour des 90-95. Et je m'en rends compte, moi, en scooter, c'est que je comptais sur la station de Porte-Maillot, je comptais sur certaines stations qui sont sur les quais, qui n'existent plus depuis quelques mois, depuis très, très peu de temps. Et je suis bien embêté, parfois, parce que... c'est vrai que sur Boulogne, il y en a encore, parce que j'habite Boulogne, mais dès qu'on est Paris intramuros, sur le périph', il y en a moins, on en a enlevé aussi. Il y a vraiment une utilité même, clairement physique par rapport au nombre de points de vente disponibles aujourd'hui, et il y a des points de vente qui d'ailleurs vont disparaître de plus en plus, parce que je crois qu'il y a beaucoup de terrains qui appartiennent à la mairie, donc ça permet en plus de les virer plus facilement et de les faire disparaître, puisqu'on est dans une ville anti-voiture, j'en répète. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette possibilité-là, parce que c'est bien de pouvoir faire venir l'essence à soi quand on en a besoin, enfin le carburant en tout cas, quoi. Alors est-ce que vous allez avoir la capacité de remplacer toutes les stations qui disparaissent les unes après les autres? Écoutez, en tout cas, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir vous livrer, ça c'est certain. Ouais. Sur Paris, région parisienne, c'est déjà d'actualité. Alors on est essentiellement sur les professionnels aujourd'hui. On démarrera d'ici quelques semaines sur tout client. Voilà, ça c'est sûr qu'on arrive à vous livrer. Alors oui, il y a une raréfaction de la station-service liée notamment à ces fameuses règles. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont quand même attachés au service. Concrètement, nous, les premiers recrutements qu'on a faits, c'était précisément des pompistes, des gens qui tenaient des stations-service et qui se sont retrouvés sur la paille. Et puis, comme ils avaient un âge déjà avancé, ils ne retrouvaient pas sur le marché du travail. Donc nous, typiquement, c'est précisément le profil qu'on aime. Des gens stables, des gens sérieux, des gens qu'on va pouvoir former et leur redonner... leur remettre le pied à l'étrier. Donc on a des gens extrêmement motivés chez nous. Alors, j'aimerais ajouter une chose aussi, c'est que le fait que le nombre de stations se raréfie, notamment sur Paris, c'est qu'il y a une concurrence qui se fait. Moi je vois à Strasbourg, il y en a 2 dans le centre-ville, à peu près 2 ou 3. Au niveau des tarifs, mais ils augmentent de partout. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où de toute façon ils sont tout seuls, ils font ce qu'ils veulent, et en termes de marge, ils s'éclatent comme des malades et ils se gavent. Donc à un moment donné, pour le consommateur, c'est très embêtant aussi parce qu'on sait que l'essence, le diesel a augmenté, mais l'essence aussi, on va pas nous la faire non plus. Donc l'un dans l'autre, en plus, les marges sont plus importantes dans des zones de chalandise où il y a moins de stations. Vivre Refuel dans l'idée. Alors, on n'a pas parlé des tarifs de Refuel. Comment ça fonctionne concrètement? Déjà, moi j'ai regardé rapidement, je fais un petit comparo entre Refuel chez moi et les stations-service alentours. Alors, j'ai vu que vous avez, c'est aussi assez innovant, vous avez une tarification à la quantité, c'est-à-dire que plus on en commande, moins c'est cher. J'imagine que c'est évidemment pour des raisons logistiques, pour ne pas faire déplacer le pompiste pour 10 litres à chaque fois. Mais comment ça fonctionne? Et puis, est-ce que vous êtes systématiquement moins cher? Alors, nous, dans notre cahier des charges au départ, on souhaitait redonner la main aux clients. Et donc, que les clients deviennent conso-acteurs. L'idée, elle est très simple. Vous commandez 10 litres, ça a un tarif plus important que si vous en commandez 40 ou 50. Pour nous, c'est un double impact. Et dans notre cahier des charges, on avait aussi un volet social et environnemental. Donc l'idée, c'était de ne pas se déplacer pour très peu de litres, donc d'être extrêmement pragmatique, de se dire on ne va pas immobiliser une voiture pour 10 litres. Mais si tant est qu'il faille le faire, ça coûtera un petit peu plus cher. Au niveau des stations-service, on est au tarif de la station-service, parfois dans
dans un certain nombre de cas importants, on est même en dessous de la station-service en apportant le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient vous regonfler vos pneus, rien que cette action vous permet d'économiser de l'essence. Donc l'idée, c'est vraiment de créer du service où il n'existait plus, et tout ça au tarif d'aujourd'hui d'une station-service. Et j'attire aussi votre attention sur une chose, c'est qu'on a mis en place une molécule qui est un additif qui vient se mettre dans notre essence et qui permet d'avoir une essence et un diesel de qualité supérieure. En moyenne, nous réduisons de 10 à 15% garantie votre consommation d'essence de diesel grâce à notre molécule. Et on arrive aussi à avoir un impact sur le CO2 et les gaz à effet de serre. Voilà. Donc l'idée, c'était de créer un service de haute qualité et tout ça associé à un tarif qui, lui, est raisonnable. Donc, j'ai une question par rapport justement au fait que vous soyez obligé de vous déplacer à chaque fois, et donc c'est un coût forcément, et ça c'est impactant. Si on a, par exemple, mon scooter c'est 10 litres, voilà. Par exemple, on est plusieurs dans l'immeuble à avoir envie de refueler dans l'immeuble ou dans les bureaux. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un partage, entre guillemets, une facturation multiple pour un même point de vente à un moment donné, un même déplacement? Absolument. Aujourd'hui, certains professionnels, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Par exemple, on a le lundi, on a telle entreprise, et donc on vient refueler l'intégralité du parking ce jour-là. Donc effectivement, il y a un effet de réduction des coûts lorsqu'on a moins besoin de se déplacer. Ok. Moi, j'avais une autre question. Là, vous êtes une jeune boîte, c'est bien, vous lancez, etc. On parle que de bagnoles hybrides et électriques. Est-ce que vous anticipez aussi ce mouvement qui est en train de se mettre en place? Alors, absolument. Bon, tout d'abord, ce mouvement ne se fera pas dans un temps si court. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a mis en place déjà le E85, parce qu'il y a une partie environnementale. Aujourd'hui, très peu de stations-service le font. Nous sommes, nous, en mesure de le faire. On est en train de discuter avec un partenaire pour pouvoir aussi distribuer les boîtiers pour la transition entre l'essence et le E85. Voilà, donc on est gentiment en train d'aller sur la partie verte, et on est actuellement en technologie sur de l'électricité, c'est-à-dire le transport d'électricité aux voitures électriques. Ça, je pense que ça peut très très bien marcher, ça éviterait les superchargeurs Tesla. Oui, voilà, et puis le réseau aussi, parce que c'est très coûteux. Ah, c'est compliqué, ouais, c'est très coûteux. Manuel, très vite, parce qu'on arrive au bout. C'est quoi les limites de votre exercice, c'est-à-dire physiquement il va arriver un moment où j'imagine toutes les places de parking sont occupées. Vous, comment est-ce que vous pouvez remédier à ça? Est-ce que vous pouvez louer des parkings plus loin? Comment ça se passe? On n'a pas parlé aussi de tous les services additionnels que vous aussi vous proposez en même temps que le parking, mais juste cette question-là. Oui, alors je pense qu'on n'est pas si limité que ça en termes de capacité parking ou voiturier, parce qu'il y a quand même des milliers de places qui sont disponibles, mais elles ne sont pas forcément là où le client veut aller. Donc nous, on joue cet intermédiaire-là. En revanche, là où on commence à être contraint, mais je rebondis du coup sur votre première question, ou en tout cas la première remarque sur Aéroport de Paris, c'était plutôt en termes d'infrastructure. Ils ont des vraies contraintes de gestion de flux aujourd'hui dans les aéroports et les gares pour arriver à gérer les pics qui n'existaient pas avant, parce que le monde du voyage et du transport évolue. Et ça, c'est compliqué à gérer opérationnellement parlant pour que tout le monde soit servi selon notre promesse de gagner du temps. Mais voilà, si un jour on atteint un cap dans un aéroport, c'est pas grave, on ira dans un autre. Les contraintes sont un peu les mêmes partout dans le monde. Faut arriver à trouver le bon marché, le bon aéroport, le bon partenaire et de se déployer le plus vite possible, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à vous, Rodolphe, Manuel. Merci Nico, merci aussi à Benjamin à la régie. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs, le replay, parlez-en aussi à vos amis. Les programmes continuent sur Watch. Salut.